Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous, une manière de comprendre mieux l'actualité, les dessous de l'actualité. Ça se passe évidemment aussi sur Espace TV tous les soirs quand il est 22h30. Merci à vous qui nous écoutez sur Kaniazik du côté de Kindia. Vous nous regardez également à la télévision du côté de Zérekoré. Merci de votre fidélité. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Elle était tant attendue, donc elle était attendue. La rencontre Alpha Condé et la cellule d'Alain Diallo. Il faut dire que de bons offices, notamment le ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, y ont assidûment travaillé depuis des semaines. Elle va avoir enfin lieu ce lundi dans l'après-midi au palais Sékou Touria. À l'agenda donc de cette rencontre, forcément, la crise politique à laquelle fait face le pays depuis la tenue au mois de février dernier des élections communales dont l'opposition conteste donc les résultats. Une rencontre qui se tient à un moment où la frange de l'opposition conduite par l'UFDG a décidé de durcir le ton vis-à-vis du pouvoir d'Alpha Condé. Que peut-on espérer de cette rencontre? À quel schéma de sortie de crise peut-on s'attendre? Toutes ces questions posées ce matin, nous allons essayer de comprendre, entre autres, avec M. Ousmane Gawal Diallo, député l'UFDG à l'Assemblée nationale. Et si tout va bien, nous allons joindre aussi M. Thibou Kamara et M. Amadou Damaro Kamara du RPG Arc-en-Ciel. Ils vont s'exprimer ce matin chez les GG. Cette initiative présidentielle qui a été déglinguée, cannibalisée, il le dit Titi, censée aider à sortir plus de femmes donc de l'extrême pauvreté et à rendre bien d'entre elles autonomes via un fonds revolving, en l'occurrence l'ANAMIF, Agence nationale de microfinance, qui du fait d'une gouvernance, d'une gestion malsaine a fini d'être fossoyée, il le dit. Et sur les 130 milliards de francs guinéens, tenez bien, alloués à ce programme, une bonne partie donnée en prêt à des groupements féminins dans des conditions parfois douteuses n'a été que faiblement remboursée. Comment en a-t-on arrivé à cet échec? Quel est l'enseignement de l'audit réalisé sur le fonctionnement de l'ANAMIF? Nous essayons de comprendre ce matin avec Madame Marliatou Ba, ancienne présidente donc, du conseil d'administration de l'ANAMIF, conseillère chargée de la coopération à la présidence de la République. D'autres sujets évidemment viennent s'ajouter à ceci pour votre plaisir. Continuez à réagir sur Twitter, hashtag EspaceGG. Sinon, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous prenons en compte vos messages dans cette émission. Bienvenue, Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour. L'homme de Zérekoré. Bonjour Moussa Lamine Moussi. Grassi Kamama Kahege. Kamama. Bien. Ibrahima Bantankoma, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Bienvenue Bantanko. Merci. Comment ça va Tanko? Je vais bien, merci. Bien. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, j'ai ouvert le casque, il n'y a pas de souci. Hein. C'est le minimum évidemment. On s'intéresse à l'actualité les gars. Avant de partir, on va essayer de faire récap ce matin parce qu'on le sait très bien mon cher Titi. Et cette rencontre entre Alpha Condé et le président de l'UFDG, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc on va se souvenir, en 2015, ils se sont rencontrés. On va écouter d'abord et vous allez décrypter les gars. Le président de la République m'avait fait adresser une invitation pour le rencontrer, pour parler des questions d'intérêt national et en particulier du calendrier électoral qui a suscité beaucoup de contradictions. Nous sommes entretenus sur le calendrier électoral, disons que le président de la République a souhaité avoir ma lecture des événements et surtout des propositions que j'étais susceptible de faire par rapport à ce calendrier électoral. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai expliqué la position de l'opposition et surtout les arguments qui soutiennent ces positions-là. Il a dit qu'il a pris bonne note et qu'il fera savoir ultérieurement quelle est sa position, parce que lui, son rôle, dit-il, c'est d'écouter et la mouvance et l'opposition et après essayer en fonction de ces positions-là de proposer une solution. Donc à cet égard, c'est ce qui s'est passé. Les grandes gueules.
Donc ça c'était en 2015 évidemment. On va essayer de récapituler parce qu'en 2016, juste après les élections présidentielles de 2016, donc Alpha Condé s'exprimait à ce terme. Comme il vous l'a dit, nous sommes en démocratie. Il faut que nous soyons une démocratie civilisée. Chaque fois qu'il y a des problèmes, le président français, puisqu'il n'y a pas de chef de file de l'opposition en France, mais reçoit les différents leaders représentatifs pour les écouter. Et dans presque tous les pays, aux États-Unis, c'est pareil. Lorsqu'il y a des problèmes, les démocrates et les républicains se rencontrent. Je pense que nous voulons tous le bien de la Guinée, nous voulons tous le bien des citoyens. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des échanges réguliers entre le président de la République et le chef de l'opposition. Il a été ministre, premier ministre, donc il a géré. Il a une certaine expérience de la vie économique de ce pays. Donc c'est toujours intéressant qu'on échange. Et même quand je dois voyager, l'écouter aussi pour voir qu'est-ce qu'il pense des relations avec tel ou tel pays. Et aussi, je suis le garant des institutions en Guinée. Je vais faire en sorte que toutes les décisions qui sont prises désormais, je veille à leur respect, parce que je suis le garant des institutions dans ce pays. Nous avons donc décidé d'avoir des rencontres régulières. D'abord, il n'a pas demandé, mais c'est moi qui ai dit qu'en tant que chef de l'opposition, il faut qu'on l'installe effectivement dans ce rôle de chef de l'opposition, tel que la loi votée à l'unanimité par le Parlement et de l'opposition de la mouvance. Donc, c'est pas moi, je n'ai eu que l'idée, mais le texte a été voté par le Parlement. Donc, l'installer dans ce rôle de chef de file de l'opposition et que désormais, avec ses obligations et ses avantages, et aussi, donc, seulement, ça va laisser qu'il y a une consultation régulière avec le chef de l'opposition, parce qu'après tout, nous nous battons tous pour l'intérêt de ce pays. Donc j'ai été très heureux d'échanger avec lui sur beaucoup de points, que ce soit ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui. Je pense que chacun de nous a été éclairé. Parce qu'en Guinée, il y a toujours beaucoup de jeux. Il est important donc que les leaders se rencontrent pour éviter la manipulation d'un côté ou de l'autre. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Désormais, je pense que ça sera difficile de faire une manipulation à mon niveau, à son niveau. Le musicien l'a dit ça, Walf a dit ça. Et si nous-mêmes nous sommes en contact, ceux qui jouent en autre trouble ne pourront plus toujours, puisqu'il n'y a plus d'autres troubles. Quand l'eau est claire, personne ne peut jouer. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Les grandes gueules pour l'intérêt de la Guinée. Deux dates, il faut le rappeler, 2015, donc le 20 mai 2015 et le 1er septembre 2016, Ahmed Camara. On écoutait à l'instant le président Condé, Alpha. On a l'impression que ça va... Mais c'est le même compte rendu que nous allons faire cet après-midi ou ce soir au JT. Non, ça je pense que non. On est dans une véritable situation. On est dans une véritable situation de crise en ce moment. Effectivement, les contextes sont différents. On est dans une véritable situation de crise en ce moment. Donc, il faut vraiment de meilleures rencontres pour pouvoir aboutir à la fin donc, de ces différentes manifestations auxquelles on enregistre ces différentes manifestations qu'on enregistre aujourd'hui dans la ville de Conakry et même à l'intérieur du pays aussi, il faut le signaler. Donc je veux dire que ceux qui ont travaillé, parce que je l'avais signalé la dernière fois que si les deux hommes devaient se rencontrer et que ça sorte à la télévision nationale, qu'on dise oui, Alpha Condé a rencontré Selou et que demain on retrouve encore les opposants dans les rues de Conakry, je pense que ça ne sert à rien alors que les deux hommes se rencontrent. Il faut que ces deux hommes se rencontrent, mais se rencontrer pour trouver une solution à tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est vrai que je ne suis pas trop friand des consensus, mais aujourd'hui, comme je l'ai toujours signalé, on est face à une situation où, comme on le dit, la loi à un certain moment a verrouillé certaines réclamations. Donc il faut aussi une solution politique. Mais cette solution politique, qu'est-ce que le pouvoir va proposer réellement à l'opposition ? Et l'opposition est prête à accepter les propositions du pouvoir jusqu'à quel niveau? Donc je pense qu'il y a un travail de fond, à mon avis, j'ai appris donc... il y a un travail de fond qui a été donc mené. Abouaka l'a signalé tout de suite dans ce lancement. Je crois que le ministre Tibou Camara a eu des rencontres non seulement avec le président de la République, mais aussi avec le chef de file de l'opposition. Et j'ose croire que cette rencontre du président de la République va forcément aboutir sur quelque chose et que ce ne sera pas tout simplement une rencontre de façade. Voilà, on espère. J'aimerais tellement être avec vous, comme vous ce matin, être optimiste. Voilà. Sauf que je suis pessimiste. Il y a un penseur qui a dit que la politique devient grande lorsqu'elle écoute les petits. Je pense qu'il est important à un moment donné que le chef de l'État comprenne tout le bienfait que sa rencontre ou une relation de détente
qu'il entretient avec Cellou Dalein Diallo crée au sein de notre société. Je l'ai écouté, mais je suis désolé, ce n'est pas seulement au jour des crises, ce n'est pas seulement lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des problèmes qu'il doit écouter, qu'il doit recevoir Cellou Dalein Diallo. Il y a aussi des rencontres qui se font avant les problèmes, pour prévenir justement les problèmes. Ouais. Moi, je me rappelle lorsqu'il a fait le déplacement jusqu'au domicile du chef de file de l'opposition, à l'occasion d'un décès, je pense que les grandes gueules. Alors, ça crée une sorte de démystification, de démystification d'abord de Cellou, parce qu'à l'époque, avant cette visite, Cellou Dalein Diallo n'était pas du tout fréquentable par certains membres du gouvernement et même par certains administrateurs. Lorsque vous y alliez, il y avait un rapport tout de suite qui était fait sur votre dos au palais Sékou-Touré. Tel a rencontré Cellou Dalein Diallo, comme c'est le cas de Colonel Barry actuellement. Mais sa rencontre avec Cellou Dalein Diallo a permis de rendre fréquentable l'homme qui a été mystifié, pariarisé, qui a été marginalisé à un moment. Les grandes gueules. Les gens ont commencé à le fréquenter. Ses vieux anciens amis l'ont appelé, je le dis expressement parce que il y a certains qui avaient rompu le contact. Je pense que c'est toujours important de ne pas rompre le fil du dialogue. Et ça a été rompu. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Ça a été rompu. Si cela n'avait pas été rompu, ceux qui nagent en eau trouble n'auraient pas aussi bien prospéré parce qu'actuellement, ils prospèrent. Il y a des choses qui sont des rapports qui sont dressés sur le dos du chef de l'opposition. Et également, je sais qu'il y a des mots qui sont lancés à l'encontre du président de la République. Et tout ça n'est pas de nature à créer une sorte de quiétude sociale. Les grandes gueules. Le fil du dialogue ne doit jamais être rompu. Et à sa place, lorsqu'on occupe le fauteuil présidentiel, on doit toujours être celui qui appelle à l'apaisement, qui appelle à la quiétude et qui tend toujours la main. En clair. Pessimiste, optimiste. Non, je suis pas pessimiste cette fois-ci. Pourquoi? Parce que cette rencontre devant les caméras a été précédée. C'est pas une première. Je vous le dis. Cette rencontre devant les caméras a été précédée, Lamine Guirassy, par un travail de fond qui a été abattu par Thibaut Camara. Je pense que ce travail de fond, on n'en a pas eu connaissance, mais il y a eu des va-et-vient nocturnes qui ont permis quand même de rapprocher certains points de vue. J'espère que lorsque les deux ténors se rencontrent, c'est pour officialiser un certain rapprochement, une certaine convergence de points de vue. Je vois un communiqué qui va sanctionner. On comprend tout ça. Oui, mais écoutez, c'est pas que je casse la diplomatie ou je ne sais quoi exactement. Il y a un moment, il faut faire la réelle politique, c'est important. C'est bien ce qui se passe. Ce qui est dommage dans cette rencontre-là, c'est l'effet tardif que cela va produire. Parce qu'on aurait pu être dispensé de ces casses, de ces cas de mort. C'est ce qui m'énerve un peu, justement. Mais c'est cela la Guinée. Mais le chef de l'État doit apprendre de ses erreurs. Un journaliste il n'en apprend pas. Politique, tu vas essayer de nous faire un petit travail ce matin depuis l'accession d'Alpha Condé au pouvoir. Combien il a rencontré Cellou Dalein Diallo, tu vas essayer de faire ça et dans 10 minutes je serai à toi. Allez-y, Bantanko, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Voilà, et bonjour à tous les fidèles auditeurs de cette grande radio. C'est un plaisir, c'est d'ailleurs le même plaisir pour moi d'être dans ce studio. Alors de loin déjà, comment vous voyez un petit peu la politique guinéenne? Oui, effectivement, rien n'a changé. C'est-à-dire, c'est avec le même regard et puis on continue à comprendre que la situation... Le courant a un peu changé. Il y a des routes aussi qu'on a fermées. Oui. Donc, écoutez... On sait que tu viens des États-Unis, mais ça a un peu changé. Non. Quand on veut vraiment être sérieux, on va dire que c'est la même chose. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression d'être venu dans un pays que je n'ai pas connu. Donc, c'est la même chose. Donc, si on parle de la politique, moi, je me pose la question, à quel moment on n'a pas été en crise dans ce pays depuis 2010. Nous avons toujours été en crise. Alors pourquoi on dit que cette fois-ci c'est différent? Est-ce que cette crise elle est plus crispée que la précédente parce que tout simplement on a laissé le chemin et aujourd'hui on est en train de se chercher dans la brousse. Pourquoi? Parce que on a toujours laissé les lois à part et on est parti de consensus à consensus. On se rappelle depuis les forces vives, depuis le déplacement à Ouaga, on est parti pour faire des consensus. Et là, maintenant, on fait quoi? Des lois. Alors, moi, je dis, je ne suis pas pessimiste. Je sais très bien que le chef de file de l'opposition rencontre le chef de l'État puisque ce sont les deux plus grandes personnalités de ce pays pour le moment, qu'on le dise ou pas. Mais il va falloir qu'on essaye de trouver une solution pour le moment, pour trouver le chemin, c'est-à-dire comment aller vers les lois, comment faire appliquer les lois, parce que si on en vient aux manifestations qui se passent ici, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais si vous regardez aujourd'hui, c'est terrible, parce que
aujourd'hui, beaucoup disent que le chef de file de l'opposition devrait changer de stratégie. Mais laissez celui d'aller à côté. Il faut voir les personnes qui tombent dans ces manifestations-là. Ces personnes tombent à travers quoi? Des armes non conventionnelles. Est-ce que le monde se lève contre l'utilisation des armes non conventionnelles? Parce que c'est ça le combat. Il faut d'abord qu'on amène à cette police et à cette gendarmerie de comprendre qu'on ne peut pas utiliser des armes de convention pour maintenir l'ordre. Et si on y arrive, on aura des manifestations, il y aura des casses, il y aura du matériel qui sera gâté, mais cela aussi, c'est au fil du temps qu'on va travailler dessus. Mais à partir du moment où des vies tombent, on ne parlera pas d'édifices publics cassés ou d'autres choses. Moi, je pense que le combat et la presse, parce que j'ai une petite colère contre la presse en général. Les grandes gueules. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut aujourd'hui initier, par exemple, disons, des synergies de toutes les radios et on évite effectivement de faire le point sur le véritable sujet. Parce que c'est ça, la presse n'est pas encore libre en Guinée. Si les gens le disent, c'est faux. Parce que on se rappelle, en 2011, il y a le CNC, à l'époque, parce que c'était le CNC, ce n'était pas la HAC, qui avait sommé à toute la presse, que ce soit presse écrite ou en ligne ou la presse audio, de ne pas faire un sujet concernant l'attaque du domicile du chef de l'État. Et cela, on ne s'était pas levé. Parce que ça, c'est terrible, on ne s'est pas levé. Et les ça a passé. Gueules. Et récemment, c'est le chef de l'État qui dit de ne pas donner la parole à Bokar Souma. Et cela aussi, il y a eu une synergie qui s'est, je ne sais pas, concoctée. Alors, et là, c'était pour éviter de donner la parole à Bokar Souma. Tout cela, et aujourd'hui aussi, il y a des élections, on ne peut pas avoir un événement beaucoup plus important que des élections. Mais dans ces élections-là, les radios et les télés sont absentes parce qu'on ne peut pas donner de résultats. Et dans tous les pays où la démocratie a commencé à bouger, c'est à partir de ces radios, à partir de ces télévisions et cette presse qu'on commence à donner des résultats. Parce que si nous vivons aujourd'hui ce que nous vivons, c'est parce qu'on a attendu que la CENI soit prête pour donner des résultats. Alors le gap, vous avez vu, la distance, la différence entre le temps et la proclamation des résultats, cela permettra à tripatouiller c'est-à-dire ce qu'on veut. Maintenant, si on donne cette liberté à la presse, la presse pourra être présente, surtout à des moments importants. Ça dépend. Non, Bantako. Moi, j'ai l'impression que Bantako, il n'est pas du tout. Il n'est pas informé, il n'est pas au bain. Il n'est pas au bain. Non, mais il n'est pas au bain de l'actualité des médias. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous déploré cette synergie qui a eu lieu en réaction à l'injonction faite par le chef de l'État, attendez Moussa, en réaction à l'injonction faite par le chef de l'État de ne pas donner la parole à Bokar Souma. Cette synergie qui était totalement fade. On parle de... Non, j'essaie un peu de rebrancher. Les grandes gueules. Cette synergie qui a eu lieu, vous savez tous que la plupart des journalistes avaient boudé cette synergie. C'était du conformisme total. Parce que l'objectif pour ma part, moi j'étais programmé pour tenir l'antenne dans le cadre de cette synergie. Je ne suis pas allé parce que moi j'avais demandé si l'objectif était de donner la parole à Bokar Souma, si cet objectif devait se matérialiser dans le cadre de la synergie, j'étais partant. Mais quand on m'a dit que c'était pas le cas, qu'on ne donnait pas la parole à Bokar Souma, moi j'ai décliné. Non, attendez. Mais pour dire que... Vous savez pourquoi cela a été fait? Vous le savez, mais moi je le sais. Bien, pour dire que les médias ne donnent pas les résultats, je crois que Bantako n'a pas raison sur ce plan-là. Parce que vous savez qu'à l'occasion du 4 février, il y a eu des synergies organisées par Luther Guy, par des médias de façon particulière. Et donc les résultats, comme par le passé, ont continué à être égrenés sur les différentes antennes. Donc je crois que fondamentalement rien n'a changé à ce niveau. Mais moi, pour revenir à cette rencontre, j'ai dit que il faut d'abord saluer celui qui a réussi donc à parvenir à cette rencontre. Il faut le féliciter parce que c'était pas gagné d'avance et beaucoup n'y croyaient pas du tout. Beaucoup n'y étaient pas favorables. C'est extrêmement important. Beaucoup des deux côtés, des deux camps, n'étaient pas favorables à l'idée que les deux se rencontrent. Il a fallu que Cellou Dalein Diallo lui-même fasse des sorties dans la presse et à l'occasion des assemblées générales de l'UFDG pour dire clairement qu'il n'était pas contre
l'idée d'une rencontre avec le chef de l'État. Je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est un républicain, c'est un démocrate qui n'est pas fermé à des rencontres. C'est dans un contexte aussi tendu où il a la pression de sa base, mais aussi de certains cadres et même de ses pairs de l'opposition. Mais il a dit qu'il n'est hors de question, qu'il ne peut pas ne pas rencontrer le chef de l'État. Et je crois que ça, c'est extrêmement important parce que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les raisons de la friction entre les deux camps, les grandes gueules, tout finit autour d'une table de dialogue. Ouais. Et je crois que c'est ce que cela a compris. Et le fait de faire cette sortie... Es-tu optimiste ou pessimiste? Moi, je suis très optimiste. Okay. Je suis très optimiste et j'ose croire que, comme l'a dit Ahmed, j'ose croire qu'un travail de fond a été fait et qu'un schéma de sortie de crise a été fignolé de la part de M. Tibou Camara. Moi, je suis pressé de savoir quel est vraiment ce schéma de sortie de crise parce qu'il y a eu un grand débat dans l'opinion au sujet des revendications de l'opposition. Il y en a, je pense particulièrement à Tamba, qui pense que la messe est dite, il faut passer à autre chose et que si on venait à donner une réponse, à donner un traitement à ces revendications, ce serait donc une manière de contenter un leader politique dont on a peur. Et nous étions de ceux-là qui avons pensé qu'il faut, quoi qu'il arrive, quel que soit le cas de figure, il faut trouver une réponse aux revendications, aux réclamations de l'opposition. Moi, je ne sais pas quel est le schéma sur lequel il a travaillé, M. Tibou Camara, parce qu'apparemment, il a été le seul à travailler à cette rencontre. Et comme je l'ai dit, des deux côtés, beaucoup n'étaient pas favorables. Et on attend de savoir qu'est-ce qui va être proposé à l'opposition comme solution qui pourrait la contenter. Ouais. Parce que l'opposition tient à ce que les vrais résultats, comme elle le dit, soient publiés, notamment dans 9 circonscriptions. Va-t-on vers une solution qui veut qu'on divise la poire en deux, c'est-à-dire que peut-être qu'on reprenne les élections dans la moitié de ces circonscriptions pointées du doigt par l'opposition, qu'on reprenne les élections. Et moi, je ne sais pas, parce que honnêtement... Non, mais c'est compliqué. Oui, mais j'ose croire que... Je suis désolé, parce que quand la CENI même se permet de se prononcer à dire qu'elle ne reconnaît pas certains bureaux de vote... Mais absolument. Mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que les choses ne se sont pas bien déroulées. Ouais. Il y a eu énormément de difficultés et de fraude à l'occasion de ces élections. Il faut à un moment donné qu'on puisse trouver. On sait bien que la loi, elle est claire là-dessus. Lorsque le contentieux électoral a été vidé par les magistrats au niveau des CACV et qu'il a été vidé aussi au niveau de la justice des tribunaux de première instance, il n'y a plus d'autres recours possibles. Bon, mais après, il faut trouver une solution pour sortir de l'impasse politique. Parce que l'opposition ne relâche pas la pression. Un nouvel agenda de manifestation a été décliné avec une nouvelle forme de manifestation. Je crois que tout cela n'est pas favorable à la paix et à la quiétude sociale dans notre pays. Vous avez constaté aujourd'hui que toutes les activités économiques sont paralysées. On espère que la fumée blanche va sortir de cette rencontre. Tu me fais pitié. Je suis optimiste. Laissez-moi dire à Titi que ce sera une fumée blanche éphémère. Fumée noire, il faut éphémère dans ce sens où il faut voir la chose dans son ensemble. Aujourd'hui, on est en train de chercher... Pas éphémère. Non, ce sera éphémère. Pourquoi je dis que ce sera éphémère? D'abord, je vais te dire... Pourquoi je dis que ce sera éphémère? Je vais te dire qu'il y aura une trêve. Il y aura une trêve politique et vous verrez une trêve politique sur une année ou sur 2 années. C'est justement ce qu'il faut éviter dans ce pays. C'est justement ce qu'il faut éviter dans ce pays, des trêves périodiques comme ça, alors que dans l'ensemble, rien ne marche. Aujourd'hui, on est en train de crier, les gens sont morts à cause justement des résultats des communales du 4 février. Mais n'oubliez pas, il y a les législatives qui nous attendent. Il y a les prochaines présidentielles qui nous attendent. Et n'oubliez surtout pas qu'on en arrive à ces problèmes parce qu'on ne respecte pas nos lois. C'est ce que Bantanko a dit. Et rien ne nous garantit qu'à l'issue de cette rencontre, on ira vers une nouvelle donne en Guinée. Rien ne nous garantit parce que le président de la République et celui d'Alain Diallo, ils ont tous prouvé qu'ils ne sont pas de véritables garants de nos lois. Parce que eux, les deux, à tous les niveaux, lorsque l'opportunité se présente, ils sont les premiers à violer nos lois. Donc, qu'est-ce qui va changer après cette rencontre? Ils vont certainement s'entendre sur ça, je suis confiante. Ils vont s'entendre sur quelque chose pour que les manifestations s'arrêtent parce que ça commence à crier de part et d'autre. On entend des choses sur le cas Grenade et pas mal de choses. Donc, forcément, il y aura une solution. Mais on ne sera pas
épargné de cette crise politique. On tendra vers une autre crise politique. Ce matin, lorsque je lisais le communiqué de la présidence, ça disait que ça rentrait dans le cadre des rencontres du chef de l'État avec... on ne souligne même pas l'urgence, alors que c'est archi faux. Le président, on l'a écouté ce matin, il disait que c'est normal, déjà on le reconnaît comme chef de l'opposition. Voilà, non. 2015. Ce qu'il explique, il veut dire que les rencontres entre l'opposition et le pouvoir, c'est tout à fait normal. On sait que c'est normal. Sauf qu'ici, ça ne se passe que quand il y a urgence, comme c'est le cas en ce moment. Donc, ils ne disent pas que c'est tout à fait normal. Il l'a rencontré, on espère qu'on ira vers cette solution, mais en gros, moi, je ne suis pas rassuré. Parce qu'encore une fois, pour sortir de ces problèmes, je suis pessimiste, mais il faut qu'on commence à respecter nos lois. Aujourd'hui, beaucoup se demandent, est-ce qu'on ira vers ces législatives à la date indiquée? Est-ce que les présidentielles seront organisées à la date indiquée? Mais c'est une question qui reste posée. Maintenant, si la réponse est non, forcément, on en viendra à ces crises politiques. Forcément, on demandera encore le dialogue politique pour trouver des solutions. Mais pour arriver à quoi? Pour que ce pays se retrouve dans ce cycle de politique à tout moment, alors qu'on ne parle pas de développement, on ne parle pas d'éducation, on ne parle pas de santé. Il y a tellement de choses pendant que les autres sont en train de bouger. Nous, on est en train de féliciter les gens, même pour leur travail, alors que c'est même normal qu'ils se rencontrent, mais qu'ils se mettent au travail. Et qu'enfin, en Guinée, on commence à respecter nos lois. Parce que tant qu'on ne respecte pas nos lois, dans la Constitution, les dates sont indiquées pour les élections. Et bien qu'on les respecte, qu'on mette le paquet qu'il faut, l'argent est là, qu'on organise mieux la gestion du pays pour qu'on ne soit pas là à dire qu'il y a un problème d'argent. Parce qu'à des moments, on sent que l'argument même ne tient pas. Mais on accepte parce qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui est prête à nous offrir tout, tant que ça les arrange particulièrement. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est cette classe politique guinéenne. Sinon, les lois sont claires, un meilleur travail, une meilleure gestion, l'honnêteté, on n'en serait pas là. On serait en train de travailler et d'initier des choses comme au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, où on voit pas mal de choses. Mais pour le moment, en Guinée, même pour prendre le taxi pour aller au boulot en ville, c'est difficile. Pour arriver, c'est difficile. Ouais, toujours. Pendant ce temps, le pays est à l'arrêt. On attend toujours ce remaniement ministériel. C'est très important, mon cher Moussa Moïsila. Voilà, parce que partout, ça se dit... Attendez d'abord que le remaniement, qu'on passe au remaniement, après on passera à autre chose. Oui, moi je peux vous rassurer déjà que c'est pas fait, mais je suis dessus. Je suis dessus en ce sens que le président de la République... Depuis le 8 mars quand même. Oui, il me montre qu'il est comme... C'est vrai que ses ministres n'ont pas les mains libres, mais lui-même il me montre aussi qu'il n'a pas les mains libres. Je suis d'accord avec toi. C'est clair. Je suis d'accord, parfaitement d'accord avec toi. Il y a un moment, il faut avoir un coup de franche, quoi. C'est important. C'est la trouille du côté de Sékou Touré, ça part dans tous les sens, mon grand. Alors, qui nous prouve que c'est lui le boss ou c'est pas lui le boss? Alors, il a la possibilité de choisir les cadres avec lesquels il veut travailler, mais c'est quelles sont les consultations que lui il est en train de faire aujourd'hui? Peut-être ces coordinations sont en train de mettre encore la pression. Ah, on a 2 fils dedans. Ah, on a 3 fils dedans. Il ne faut pas les toucher. Même s'il doit toucher, il doit envoyer encore la même chose. Oui, on a vu de toutes les façons. On en a vu dans ce pays. C'est pourquoi ces histoires de région à ce poste ou ça, en tout cas, moi, je ne suis pas dans cette logique du président de la République. C'est sa politique à lui. J'espère qu'il réussira dans cette politique, car c'est lui qui a des comptes à nous rendre. Mais je pense que c'est une mauvaise politique. Choisissez les personnes capables de travailler avec vous et laissez-les les mains libres, monsieur le président. Parce que c'est clair, on l'a dit dans ce studio aussi, vous allez beau choisir les plus compétents, ils viendront, mais ils ne pourront rien faire si vous ne les amenez pas aussi à travailler. Et je souhaite aussi que ce soit la véritable négociation des cadres avant d'accepter les postes. Oui, je viens à ce poste, monsieur le président de la République, mais la condition, êtes-vous prêt à me laisser les mains libres et me laisser travailler? S'il n'est pas prêt, ben si vous êtes compétent, si vous êtes conscient que vous avez la possibilité de travailler sans lui, ben, n'acceptez pas s'il ne vous donne pas une réponse. Mais je suis sûr que ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler, comme je l'ai dit, beaucoup de vagabonds politiques dans ce pays qui ne travaillent pas du tout, le matin ils se lèvent, je suis de tel parti politique, ils vont s'asseoir dans les cafés, le soir ils rentrent chez lui, le matin encore c'est lui, tu vois, bien gonflé, on dit ceci dans tel... Non, mais c'est ça, mais c'est ça aujourd'hui, c'est devenu un boulot. C'est devenu un boulot, ça ne peut pas marcher comme ça. On a besoin aussi même des acteurs politiques qui travaillent, qui réfléchissent, qui font des recherches, qui enseignent. C'est de cela qu'on a besoin. Des gens qui sont en contact avec le monde. Ahmed, je comprends très bien. Je prends le cas de Kémeko Touré, par exemple. Tu l'as évoqué. Moi, je veux qu'on se rappelle un petit peu de ce qui se passe. Quand on a parlé de communautarisme, de l'ethnocentrisme, on a laissé place à ces fléaux-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas gérer les choses
Même le professeur Alpha Condé, il n'est pas libre parce qu'il va falloir faire intervenir des coordinations régionales qui vont essayer de parler donc de la communauté. Vous vous rendez compte, la dernière fois, il y avait eu un décret du chef de l'État qui, comment on appelle, a levé un cadre au niveau, je pense, de la Sotelgui. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé après. Le cadre-là a dit qu'il ne pouvait pas, qu'il ne devait pas, qu'il ne démissionnerait pas, qu'il ne quitterait pas. Il a fallu que le chef de l'État revienne sur sa décision pour chercher une place pour celui-là qu'il avait nommé à ce poste-là. Et donc, c'est très dangereux. Aujourd'hui, même le général Baldé ne peut pas prendre des décisions unilatérales face à ses troupes parce qu'il y a cette question de communautarisme, il y a cette question d'ethnocentrisme. Je suis d'accord. Aujourd'hui, s'il, dans ces éléments, il arrive à prendre certaines décisions, vous allez comprendre qu'il y en a qui vont venir sur le fil donc, de l'ethnocentrisme pour le ramener à une autre décision. Donc même le général Baldé, par exemple, dans ses troupes, il ne peut pas prendre certaines décisions. Surtout, il ne peut pas être unilatéral parce qu'on n'a pas encore mesuré la dangerosité de l'ethnocentrisme et de la communautarisme. Donc maintenant, il va falloir qu'on essaye d'être beaucoup plus exigeant par rapport à ce fléau-là pour essayer de faire comprendre aux gens que maintenant, on ne peut plus parler de communauté quand on parle de la Guinée. Voilà. Alors, à moins d'avoir un Premier ministre à la carrure de Kassori, de Kémoko Touré, de quelqu'un qui a vraiment de la poigne. Même Kassori, j'ai des doutes un petit peu. Je vous explique s'il vous plaît. Non, mais attendez, non, c'est mon point de vue. Non, voilà, allons droit au but. Je vous dis clairement. Voilà, je sais que c'est ton point de vue. Je connais l'homme aussi, justement. Vous connaissez, je sais. Est-ce qu'il y aura vraiment la main libre? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Quand il appelle le président mon grand frère, comment est-ce que c'est possible? Le chef de l'État, ouvre les yeux. Le chef de l'État vient vous dire, l'ami Grassi, je vous nomme Premier ministre, je vous donne carte blanche. Et ne pas respecter cela. La politique, c'est pas une profession de foi. Mais quand c'est comme ça, vous quittez le camp, vous partez. Oui, bien entendu. Mais après, on saura ce qui se passe derrière. Parce que ne croyez pas que la démission, c'est forcément un élan de satisfaction. Mais non, c'est pas cela. C'est pas cela. Moi, je vous dis, la question qu'on doit réellement se poser, c'est qu'est-ce qu'un super ministre peut faire à 2 ans de la fin de mandat du chef de l'État. 2 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire? Concrètement, quoi? Réellement, un travail de fond pour produire des effets quand? Alors que tout le calcul qui se passe au sein du palais sécrétariat, c'est comment 2020 peut être maintenu. Qu'est-ce qu'il peut faire ce premier ministre? Posons-nous la question. Parce que soit vous venez à la tête de la primature, vous êtes un homme, entre guillemets, flequet, comme on le dit, vous prenez tous les passifs du gouvernement qui vous a précédé et vous ne gérez que le quotidien, que le factuel. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne pense pas que le changement de gouvernement, j'appelle au changement de gouvernement. Parce qu'à certains ministres, mais à certains ministres qui doivent partir, j'en appelle au changement de gouvernement. Il y a des gens qui n'ont pas pu anticiper des crises et ces crises ont causé des morts. Par exemple, la crise dans le secteur de l'enseignement, ces ministres doivent partir. Mais je dis, le changement de gouvernement ne sera pas une panacée pour le peuple de Guinée. Merci. Ça, il faut le noter parce que tout simplement, le calcul qui est fait, c'est d'éviter que celui qui va être porté à la tête de la primature soit considéré comme étant le dauphin du président Alpha Condé après 2020. Et son parti politique, le RPG Arc-en-Ciel, ne veut pas du tout de quelqu'un qui sorte d'ailleurs. Il voudrait quelqu'un qui sortira de ses rangs. RPC. Parce que tout simplement, ils estiment que celui qui va être là est beaucoup plus proche. Au cas où Koro déciderait de ne pas se représenter, il est plus proche pour prendre le pouvoir. Il y a tout ce calcul autour. Donc ne pensez pas qu'on aura un gouvernement de travail, un gouvernement d'émergence, un gouvernement qui va descendre sur le gouvernement qui viendra, si on y prend garde, sera budgétivore. Ça va être un gouvernement qui va finir par phagocyter les données publiques, beaucoup plus que ça il l'a fait ou M. Mamadi Youla. Moi je dirais qu'on pourrait peut-être... il est hanté dans ce studio. Moi je dirais qu'on pourrait trouver une personne qui pourrait être donc au niveau de ce gouvernement pour essayer de tourner le dos à ces facteurs qui aujourd'hui gangrènent le pays. Cela, ce sera même un début. Les 2 ans, c'est vrai, ça ne peut pas suffire avec les problèmes que nous avons immensément dans ce pays. Mais il pourrait y avoir quelqu'un qui peut donner de l'exemple à suivre pour un début, pour tracer un petit chemin. Et comme ça, si on veut respecter la situation que nous avons vécue et que nous sommes en train de vivre, il y aura quelqu'un qui pourra effectivement tourner le dos à ces fléaux-là pour que vraiment on commence encore maintenant à trouver le chemin. Bien, allez-y Mafoudia. N'oubliez pas qu'il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas de PM mais qui fonctionnent très bien. Bah oui. Le problème de la Guinée, c'est si on veut, ce problème de leadership. Et c'est vrai que lorsqu'il y a l'anarchie de la sorte, comme ça se passe en Guinée, ce dont on a besoin, c'est d'un leader.
un leader qui va sortir de toutes les considérations politiques, comme on le dit dans certaines parties, qui va faire des sacrifices pour justement remettre les choses sur les rails. Aujourd'hui, du sommet à la base, il y a la corruption. Rien ne marche. Aujourd'hui, on a un président, comme le citait Bandako, qui regarde les gens pour nommer qui. C'est pas un premier ministre qui va changer. Moussa Mouiz a posé la question en 2 mois, en 3 mois, en 10 ans. Un premier ministre ne peut rien face à un président qui n'a pas une ferme volonté de rompre avec le système qui rend les Guinéens de plus en plus pauvres aujourd'hui. Hyper présent. Allez-y, Abaka Diallo. Non, moi je pense que le président, il doit savoir que le temps joue contre lui. Moi je pense pas qu'il ait besoin de plusieurs mois pour constituer un gouvernement quand même. Voilà. Combien de fois il va rester dans ses consultations? Pendant combien de temps il va faire ses consultations? Il a déjà consulté la société civile, les opérateurs économiques. Mais à cette allure-là, d'ailleurs, il faut constater que les consultations ne se font pas à date rapprochée. Il y a la paysannerie à consulter, il y a d'autres structures, il y a les femmes, il y a la jeunesse, etc. etc. Donc je pense qu'à ce rythme-là, il ne s'en sortira pas. Il est de sa responsabilité de doter le pays d'un gouvernement qui, comme il le dit lui-même, qui sera à l'écoute du peuple. Parce que c'est lui qui l'a annoncé à l'occasion du 8 mars. Je crois que ça fait plus d'un mois quand même qu'il est en train de cogiter là-dessus. Quelqu'un l'a dit dans ce studio. Ça montre que lui-même, il n'a pas l'écoute des franges. Quelqu'un parlait de la présence récemment de son fils et d'Albert Bourgi, l'office qui serait quand même à l'origine de... Les grandes gueules. Il était pour quelque chose dans la nomination de Mamadi Youla, qui est un proche de Mamadi Youla. Mais tout cela n'est pas de signe de nature à rassurer. Est-ce que Mamadi Youla va même quitter? Les gens se posent des questions aujourd'hui. Donc lui-même, il ne sait plus dans quelle direction il va. Mais pourtant, le temps joue contre lui. Il a l'obligation. Je crois qu'il faut qu'il tranche dans le vif. Il faut qu'il rapidement puisse doter le pays d'un nouveau gouvernement. Bien. Nous sommes en 2018 et vous êtes au pays d'Alpha Condé. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.